Bonjour à tous, bonjour. Nous sommes aujourd'hui réunis pour ce nouveau webinaire spécifique sur les transmissions universelles de patrimoine et spécifiquement sur les nouvelles exigences en 2024. Vous l'avez bien vu passer, le 7 juillet dernier, un nouveau décret est apparu et donc ça impacte les transmissions universelles de patrimoine. Nous sommes accompagnés aujourd'hui, et je suis accompagné aujourd'hui d'Émilie Kidor, comme toujours, Bonjour à et tous. directrice des formalités chez Legal Vision. Et nous avons à nos côtés aussi le cabinet Racine. Merci beaucoup de nous accompagner, avec en présence Elsa Charifi, juriste dans le cabinet, juriste Bonjour. senior dans le cabinet, Guillaume Thillot, avocat associé du cabinet Racine, Bonjour. et Émeric Janssen, maître de conférence de l'Université Paris-Assas et membre du conseil scientifique de Racine. Alors, Racine, c'est un cabinet prestigieux français. Guillaume, je vous laisse le présenter un peu plus en détail. Alors, Racine, c'est un cabinet de droit des affaires qui a été créé en 1981. Racine, c'est un cabinet pluridisciplinaire au sein duquel quasi toutes les disciplines du droit sont représentées. Racine est implanté en France à Paris et en région Lyon, Bordeaux, Nantes, Marseille et Strasbourg. Racine est également implanté à Bruxelles. Merci pour cette présentation et rentrons directement dans le vif du sujet, la transmission universelle de patrimoine. Alors, vous ne l'avez pas échappé, mais nous avions déjà fait un webinaire sur les TUP en compagnie d'Elsa au mois de décembre dernier, il me semble. Et dans ce cadre-là, nous allons refaire une version un petit peu différente qui se concentrera plus sur les conséquences en droit social. Donc, on aura une première partie qui reprendra le cadre, les étapes et les formalités associées. Et la deuxième partie, plus spécifiquement sur les conséquences en droit social. Donc, commençons directement sur cette première partie, la TUP, le cadre légal, les étapes et les formalités associées. Elsa, je vous laisse présenter. Merci Antoine. Donc effectivement, comme vous venez de le rappeler, Antoine, on a déjà fait une présentation sur la TUP l'an dernier. Donc je vais un peu condenser cette partie pour laisser plus de place à la partie droit social, puisqu'on a décidé de faire un focus particulier sur cette partie-là dans les opérations de TUP. Le cadre juridique de la TUP, c'est l'article 1844.5 alinéa 3 et 4 du Code civil qui dispose que la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à son associé unique sans procéder à sa liquidation. Le terme important, c'est sans procéder à sa liquidation, c'est-à-dire que tout l'actif et tout le passif de la société est transféré à l'associé unique personne morale par effet de la loi. C'est un cadre donc extrêmement simple dont les objectifs est de dissoudre rapidement une société en transmettant son patrimoine à l'associé unique. Je vous rappelle que ce régime s'applique de plein droit quand l'associé unique est une personne morale. Les deux grandes phases de la dissolution sont décider de dissoudre sans liquidation et ensuite de procéder à la radiation de la société. Alors, il y a des étapes clés préalables pour réaliser une opération de TUP. Dans un premier temps, il faut vérifier un certain nombre d'éléments. Ensuite, une fois qu'on a passé toute cette checklist dont on va parler ultérieurement, on décide de TUPer par une décision d'associé unique. Ensuite, on procède à la parution de l'annonce légale qui va faire courir un délai d'opposition de 30 jours. Une fois ce délai expiré, il y a les formalités de dissolution, puis la commande du certificat de non-opposition auprès du greffe, en joignant la copie de la parution LODAC, et finalement, on terminera par les formalités de radiation de la société. Alors, nous allons détailler maintenant les vérifications préalables qui sont de plusieurs ordres et dont je vais vous faire le détail. Donc d'abord, on va commencer par les formalités préalables, spécifiquement sur le droit des sociétés. Et donc Elsa, je vous écoute. Alors, effectivement, avant de décider de TUPer, ça se prépare.
Il faut bien vérifier que vous n'avez pas de limitation au transfert des contrats, notamment les contrats instituts personnels. Il faut bien vérifier aussi que vous n'avez pas de clause de changement de contrôle. Le cas échéant, il faudra faire les formalités nécessaires préalables, c'est-à-dire peut-être une notification, une autorisation préalable selon le contexte. Vérifier aussi que les actions ne sont pas nanties ou que la société n'a pas octroyé de garantie auprès de banques, auquel cas il faudra lever ces garanties ou ces nantissements. Si la société a des biens immobiliers, vous devrez prendre contact avec un notaire, vous devrez vous acquitter de la taxe sur la publicité foncière qui est de 0,715% sur la valeur vénale de l'immeuble et de la contribution de sécurité immobilière qui est de 0,10% de la valeur de l'immeuble. En général, comme je l'avais dit la dernière fois, quand on a de l'immobilier dans une société, on ne tue pas, on privilégie la fusion simplifiée pour éviter justement la taxe sur la publicité foncière. Vérifiez également si la société a des procédures en cours, contentieuses. Évidemment, vous devrez notifier votre contradicteur du changement de partie à la procédure. L'associé unique se substituera à la société TUPE. Si votre société TUPE a une activité réglementée, effectivement, si l'associé unique reprend cette activité réglementée, vous devez être en conformité avec la réglementation applicable à cette activité. Si la société TUPE a des participations dans d'autres sociétés, vous devrez vérifier dans ces sociétés s'il n'y a pas de limitation à la cession de ces actions, c'est-à-dire par exemple une procédure d'agrément préalable. Vous devez également vérifier l'exercice de mandats sociaux au sein d'autres sociétés. Si votre société TUPE est présidente par exemple d'une SAS, vous devrez vous assurer de changer le président avant la TUPE, puisque sinon vous serez en carence de dirigeants dans la société TUPE. Par ailleurs, vous devrez vous assurer d'avoir approuvé et déposé les derniers comptes sociaux si vous TUPez après, par exemple, le 30 juin, si votre société clôture ses comptes au 31 décembre. En effet, si vous procédez à la TUPE votre société clôture au 31 décembre, si vous TUPez dans la période 1er janvier 30 juin, vous n'aurez pas besoin de déposer vos comptes approuvés auprès du greffe. En revanche, comme vous avez 6 mois pour les approuver, si vous réalisez votre TUPE au-delà des 6 mois, vous devrez préalablement approuver et déposer vos comptes sociaux auprès du greffe. Il y a aussi un point très important préalable sur lequel on va faire un focus particulier dans cette présentation, c'est la présence d'un comité social et économique, soit dans la société TUPE ou TUPante, ou dans les deux. Et c'est là où je vais laisser mes camarades du droit social vous exposer ces points-là. Et je termine rapidement, c'est-à-dire une fois la société TUPE, il y a aussi des vérifications à faire en termes de droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Si la société détient des licences, des brevets, etc., une fois dissoute, vous devrez transférer les brevets, les licences à l'associé unique. Et dernier point, si la société TUPE a des succursales ou des établissements secondaires, vous devrez les réenregistrer auprès du RCS après la TUPE, parce qu'ils ils disparaîtront avec la société TUPE. Donc voilà, pour moi, les points préalables à vérifier avant de décider de TUPE une société. Alors maintenant, on a vu les formalités préalables sur le droit des sociétés. On va voir l'autre partie sur le droit social. Quelles sont les formalités préalables? Guillaume, c'est à vous. Alors, cette formalité préalable ne doit pas être occultée en raison des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur l'entreprise concernée. Cette formalité, c'est la procédure d'information, consultation du comité social et économique, CSE, ancien CE, dans l'hypothèse où l'entreprise concernée a un CSE supérieur à 50 salariés. En pratique, à défaut d'accord sur le calendrier, le CSE est réputé avoir rendu son avis dans le délai d'1 mois en l'absence de nomination d'experts par les élus et de 2 mois en cas d'intervention d'un expert. En raison du principe de l'effet utile de cette consultation, cette formalité doit impérativement intervenir préalablement à la réalisation de la TUPE.
Ça veut dire en pratique que l'avis des élus doit avoir été rendu avant d'initier des démarches formalisant la volonté de l'employeur. Ce CSE doit être informé et consulté aussi bien au sein de l'entreprise absorbée que de l'entreprise absorbant si les seuils de 50 salariés sont remplis. À défaut, l'employeur s'expose à 2 types de sanctions. La première sanction, c'est sur un volet pénal, c'est ce qu'on appelle le délit d'entrave. Le délit d'entrave, il peut se manifester d'une part par une amende, il peut se manifester par une amende qui est cumulative et qui est de 7 500 € pour la personne physique, employeur, et 37 500 € pour les personnes morales. Il y a une sanction, un volet civil qui est attaché également au défaut de respect de ces formalités préalables et qu'on peut distinguer sous 2 formes. C'est si, d'une part, la réalisation de la TUP n'est pas encore intervenue, à ce moment-là, les élus peuvent saisir les magistrats pour demander l'ouverture de la procédure d'information-consultation et la remise des éléments afférents. Et deuxièmement, c'est la suspension du projet jusqu'à sa régularisation. Si la TUP est intervenue, à ce moment-là, les élus demanderont des dommages, le cas échéant des dommages et intérêts, qui sont appréciés au cas par cas par les magistrats. Dans de très rares cas, ils peuvent également obtenir l'annulité ou l'inopposabilité de la décision de la TUP. Alors, nous allons passer à l'étape suivante. Elsa, la rédaction de la décision de la dissolution de la TUP. Par TUP, pardon. Exactement. Alors, comme je l'ai déjà dit, la TUP, c'est très rapide. On fait juste une déclaration de TUP dans laquelle on doit bien entendu identifier l'associé unique dans la comparution. Ensuite, on doit bien spécifier qu'on décide de dissoudre la société sans liquidation sur le fondement de l'article 1844 5 alinéa 3 du Code civil. Et on doit aussi insérer la clause fiscale. Je vous rappelle qu'il est possible d'appliquer le régime fiscal de faveur des fusions, c'est-à-dire l'article 210A du Code général des impôts, si les 2 sociétés sont à l'impôt sur les sociétés. Cette clause doit impérativement être revue, voire rédigée par des conseils en fiscalité. Merci Elsa. Et on va arriver dans l'étape qui a été un peu chamboulée, la parution de l'annonce légale. Et Émilie, je vais te laisser la parole là-dessus. Merci. En effet, donc le décret du 7 juillet, je pense que tout le monde en a entendu parler et quand je vois vos questions sur le chat, ça vous inquiète. Donc le décret vient modifier en fait l'article 8 du décret du 3 juillet 78 sur 2 points. Le premier point, c'est qu'il vient supprimer la référence de l'article 287 du décret du 23 mars 67. Ça fait beaucoup de décrets, je suis désolée. Cet arc critique, en fait, on le retrouve à l'article R219 du Code de commerce. C'est l'article sur la parution des modifications des sociétés. Le deuxième point, c'est qu'il vient remplacer le JAL par le BODAC. Donc, il vient indiquer que le délai d'opposition court à compter donc du BODAC et non plus du JAL. L'objectif, c'est d'améliorer donc la visibilité et l'accessibilité des informations pour les créanciers, puisque le BODAC est national, contrairement au journal d'annonce légale qui sont du coup sur chaque département, plusieurs journaux par département. L'avantage du BODAC, c'est qu'il est national et qu'il est possible de faire des alertes sur le BODAC pour être informé, pour suivre une société. Donc, c'est un but très de visibilité, c'est également dans un but de fraude, donc de dissolution par TUP frauduleuse et donc de les éviter. Si on prend un peu plus en détail donc ce qui a été modifié, la première, c'est donc la suppression de la référence à l'article 287, donc l'article R210-9 du Code de commerce. La question qui se pose suite à cette suppression, c'est est-ce que l'annonce légale au JAL est encore obligatoire ou non? On sait qu'elle ne fait plus courir un délai d'opposition, mais au-delà de ça, est-elle toujours obligatoire aujourd'hui ou pas, ou seul le BODAC est nécessaire? On va dire que là, on n'a pas vraiment de réponse, très clairement. Par contre, si on prend la notice du décret,
qu'Antoine va nous afficher de suite, voilà, il est bien indiqué quand même dans cette notice que ce qu'ils ont voulu faire, c'est rendre obligatoire la dissolution au seul BODAC et non au JAL. Donc, la question se pose vraiment de savoir si le JAL est encore obligatoire aujourd'hui ou pas. Et si JAL, dans ce cas-là, est-ce que c'est un JAL uniquement pour indiquer qu'il y a une radiation de la société au RCS, donc venir dire que l'immatriculation n'aura plus lieu d'être? La question se pose et pour le moment, nous n'avons pas encore de réponse. La deuxième, c'est le délai d'opposition qui court à compter de la parution au BODAC. Mais comment fait-on cette demande de parution au BODAC? Il y a deux possibilités, ou tout du moins qu'on peut envisager. C'est soit on fait comme pour une fusion, c'est une fusion, on fait la demande de parution au BODAC au greffe avant une formalité, donc en remplissant un formulaire d'avis BODAC que l'on transmet au greffe, soit par mail, soit par courrier, pour que le greffe donc transmette la demande au BODAC et que la parution se fasse, donc en dehors d'une formalité. Soit on peut aussi se dire que il y a déjà un BODAC qui paraît sur une dissolution par TUC dès lors que l'on a fait la formalité, puisque le greffier, à l'issue de la formalité de dissolution, diligente un BODAC. On va vous montrer un exemple tout de suite d'un BODAC qui est paru pour une TUP. Donc, on voit bien que ce BODAC paraît après formalité de dissolution, ce qui a une grande importance pour le délai de parution. La seule chose, c'est que si cette option est choisie, cette annonce devra être modifiée par les greffes, puisqu'il faudra quand même que dans cette annonce, il fasse apparaître les modalités et qui reçoit les oppositions. Donc, le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, le tribunal judiciaire pour les sociétés civiles, et qui ne fasse plus référence à l'annonce légale dans le JAL, mais qui fasse bien partir le délai d'opposition de cette annonce. Ça a un gros impact, cette question, parce que si on part du principe que c'est allé un peu vite, mais c'est pas grave. Si on part du principe, du coup, que le BODAC paraît à l'issue de la formalité, il faut compter les délais de greffe de traitement de cette formalité. Donc, ça rallonge le moment où le BODAC va apparaître et donc le moment où le délai d'opposition va commencer à courir. C'est bon? Ouais, c'est bon. Du coup, parlons de la course du délai d'opposition. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, on est en attente, en fait, d'une réponse des greffes pour savoir à partir de quel acte, en fait, va apparaître ce BODAC. Et donc, soit on fera paraître l'annonce avant de faire la formalité de dissolution, soit on le fera, elle arrivera après la formalité de dissolution. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le décret a quand même pour but d'éviter les TUP frauduleuses. Il est vrai qu'en pratique, les formalités de dissolution, généralement, étaient différées et n'étaient pas envoyées au greffe dès la signature de l'acte, dès la parution de l'annonce légale, mais bien après, une fois que le délai d'opposition était échu. Et donc, potentiellement, on se dit, si on veut éviter que la formalité de dissolution ne soit faite tardivement et que le créancier soit encore plus sécurisé en ayant une alerte via cette mention sur le CABIS, il est probable que, du coup, ce soit la deuxième option qui soit choisie. Alors, du coup, en cas de deuxième option, comment on le calcule? Dans tous les cas, il faudra le calculer. Que ce soit la première ou la deuxième, dans tous les cas, il faudra calculer le délai d'opposition. Donc, on va faire juste un petit rappel de comment calculer ce délai d'opposition. Donc, il commence à courir le lendemain de la parution, donc au BODAC, et il se termine le 30e jour à 24 heures. Sauf si le délai, donc du coup, se termine un samedi, dimanche ou un jour férié. Dans ce cas-là, il est reporté au premier jour ouvrable. Donc, si par exemple c'est un samedi, dimanche, il va être reporté au lundi qui suit. Alors, passons désormais aux dernières étapes, la commande du certificat de non-opposition et la formalité. Et les formalités, tout à fait. Donc, les formalités restent les mêmes, à savoir formalité de dissolution, le délai d'opposition qui court, on ne sait pas trop à partir de quand exactement, mais en tout cas du BODAC, la commande du certificat de non-opposition auprès du greffe du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire pour les sociétés civiles, et bien entendu la formalité de radiation. La formalité de radiation, du coup, avant de l'envoyer, il faut que vous déterminiez la date d'effet à déclarer. Et donc, la date d'effet, s'il n'y a pas d'opposition, c'est le lendemain de la fin du délai d'opposition. S'il y a opposition et que l'opposition est rejetée, c'est le jour de la décision du tribunal. Si elle est acceptée, c'est différé dans ce cas-là jusqu'à désintéressement des créanciers ou jusqu'à la constitution de garantie. Donc, vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, il va être très difficile
d'avoir une date d'effet qui va être fixe comme on pouvait l'avoir avant. Avant, on décidait, on disait, OK, je fais ma décision à telle date, je sais que je peux paraître dans ce journal à telle date, j'aurai une date d'effet, si je n'ai pas d'opposition bien entendu, à cette date. Aujourd'hui, avec la parution en Bodac, on n'a pas la main, on n'a pas la maîtrise de la date de parution en Bodac. Donc, la date d'effet, sans opposition toujours, on ne peut plus la calculer de la même façon et il va falloir l'anticiper par rapport au délai de greffe, par rapport au délai de parution en Bodac. C'est plus tout à fait la même chose. Effectivement, ça a un impact assez important sur les avantages qu'on pouvait avoir sur une tube par rapport à d'autres opérations, et on verra ça en conclusion. Mais d'abord, revenons sur le droit social et sur les conséquences de la tube à ce niveau-là. Alors, en matière de droit social, les conséquences peuvent être triples. Tout d'abord, quid sur le statut individuel. Deuxièmement, quid de la TUP sur le statut collectif. Statut collectif, j'entends accord d'entreprise, accord collectif et usage ou engagement unilatéraux de l'employeur. Et enfin, quid de la TUP sur le statut des représentants du personnel. Sur la première conséquence et ses potentiels impacts sur le statut collectif, le Code du travail, à savoir l'article 1224.1, prévoit la poursuite automatique, c'est-à-dire de plein droit, de l'ensemble des contrats de travail en cours au moment de la TUP. Par contrat de travail, on doit tout envisager, à savoir les contrats à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée, qu'ils soient à temps partiel ou à temps plein. Les contrats en cours lors du transfert, lors de la TUP, doivent être maintenus strictement dans les mêmes conditions, notamment en termes d'ancienneté qui doit être reprise dès le premier jour d'emploi, en matière de rémunération, quelle que soit la structuration de cette rémunération, variable, fixe, avec l'ensemble des primes conventionnelles ou contractuelles, et également en termes de bénéfices des responsabilités et des fonctions du salarié. Bien évidemment, en cas d'accord entre les parties, il est possible, au moment de la TUP ou postérieurement, de prévoir des modifications du contrat, quelles qu'elles soient, en termes de rémunération, durée du travail ou autre. Mais il faut impérativement obtenir l'accord du salarié, et notre recommandation est évidemment de formaliser cet accord par écrit pour éviter toute discussion et tout litige ultérieur. Concernant les conséquences potentielles de la TUP sur le statut collectif et sur les mandats des représentants du personnel, je passe la main à Aymeric Janssen. Merci Guillaume. Effectivement, le deuxième effet de la TUP en droit social, ça va être de se poser la question des conséquences sur le statut collectif, c'est-à-dire que dans l'entreprise qui vient d'être dissoute, qui vient d'être transférée par l'effet de la TUP, il pouvait y avoir des accords collectifs qui avaient été conclus, où il y avait au moins une convention de branche qui s'appliquait. Et la question qui se pose ici, c'est est-ce que les salariés perdent le bénéfice de ces normes conventionnelles? Alors la loi a prévu un mécanisme de survie, mais une simple survie provisoire des accords collectifs, avec un objectif, c'est de faire en sorte que les salariés, lorsqu'ils sont transférés, n'arrivent pas dans un vide conventionnel. Il ne fallait pas leur faire perdre, par l'effet de la TUP, eh bien toutes les normes conventionnelles qui s'appliquaient à eux. Mais c'est une simple survie, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire en sorte que ce statut conventionnel, à terme, disparaisse. Alors le terme, quel est-il? Le terme, il est au plus tard 15 mois après la date d'effet de la TUP. 15 mois, parce que il y a d'abord une première période qui est une période de préavis de 3 mois, pendant laquelle, quoi qu'il se passe, les normes conventionnelles continueront à s'appliquer. Et puis ensuite, on laisse un certain temps, 12 mois, qui sert finalement à négocier un nouvel accord, un accord qui remplacera ces anciens accords collectifs. Et à l'issue de 12 mois, enfin 3 plus 12, donc 15, les normes disparaîtront, sauf si eh bien, il y a eu un accord qui a été conclu pendant cette période-là. Alors, que se passe-t-il pendant cette période de survie temporaire des anciens accords collectifs? Pour les salariés qui sont transférés, ceux qui étaient dans l'entreprise qui a été dissoute par l'effet de la TUP et qui arrivent dans l'entreprise absorbante, eh bien, eux,
vont donc continuer à bénéficier de leurs accords antérieurs, mais comme ils entrent dans la structure d'une nouvelle entité qui a ses propres accords collectifs, eh bien, ils vont avoir le bénéfice cumulatif de l'ensemble de ces accords, leurs anciens et les nouveaux. Alors, bénéfice cumulatif de ces accords, sauf que on n'a jamais l'application des deux normes complètement ensemble, c'est-à-dire que quand elles ont un même objet, lorsqu'une disposition conventionnelle, une stipulation conventionnelle a le même objet dans l'ancienne entreprise que une autre dans la nouvelle entreprise, eh bien, pour déterminer la règle qui s'applique à ces salariés, on va utiliser ce qu'on appelle le principe de faveur, c'est-à-dire que on va comparer les deux accords collectifs et on appliquera la stipulation la plus favorable aux salariés et l'autre, eh bien l'autre sera mise en silence. D'ailleurs, ça, ce sont des règles, se cumulent, ce sont des règles qui profitent aux salariés qui font l'objet du transfert. En revanche, ceux qui étaient déjà présents dans l'entreprise tupante qui donc n'ont pas eu d'effet par la TUP, eh bien eux continuent simplement à bénéficier des accords collectifs applicables dans cette entreprise et ne peuvent pas réclamer le bénéfice des accords de l'entreprise qui a disparu. L'impact suivant, toujours sur le statut collectif, c'est la question du sort des usages, des engagements unilatéraux qui avaient pu être mis en place dans l'entreprise qui a disparu par l'effet de la TUP. Eh bien, eux, ces usages et engagements unilatéraux, ils ne sont pas mis en cause, ils ne vont pas disparaître. Et au contraire, ils sont transférés à l'occasion de la TUP dans l'entreprise absorbante. Et donc, l'employeur doit reprendre, continuer à appliquer tous ces usages et engagements unilatéraux, ce qui peut parfois, d'ailleurs en pratique, être assez délicat parce que ça signifie qu'il faut quand même avoir fait un état des lieux de tous ces usages et engagements unilatéraux que l'ancienne entreprise appliquait, et c'est pas toujours évident de savoir exactement quel est le nombre d'usages qui existaient. Mais c'est un travail à faire pour savoir ce qui continue à s'appliquer par la suite. Le nouvel employeur donc doit reprendre ces usages engagements unilatéraux. Il peut éventuellement décider d'arrêter de les appliquer, d'y mettre fin, mais il devra respecter une procédure de dénonciation qui n'est pas excessivement complexe, mais qui prend un peu de temps. Enfin, la dernière conséquence que l'on voulait vous présenter, c'est la conséquence concernant les représentants du personnel. Guillaume vous l'a dit tout à l'heure, les contrats de travail sont transférés. Donc, le salarié qui était élu du CSE de l'entreprise qui a disparu, eh bien, sera toujours salarié de l'entreprise absorbante. Mais est-ce qu'il va venir avec son mandat d'élu du CSE? Est-ce qu'il va le conserver? La même question se pose pour l'ancien délégué syndical, l'ancien RSS. Il est transféré, son contrat de travail est transféré, mais est-ce que son mandat est transféré? Alors ici, l'idée, c'est que oui, ils peuvent conserver leur mandat à une condition particulière, c'est que l'entité transférée conserve son autonomie dans la nouvelle structure. C'est-à-dire, en pratique, il faudrait que l'entreprise qui a disparu devienne un établissement distinct au sein de l'entreprise absorbante. Et dans ce cas, l'instance, le CSE, devient un CSE d'établissement de l'entreprise absorbante et l'élu du CSE devient un élu du CSE d'établissement de la nouvelle entreprise. Dans l'hypothèse inverse, si jamais il n'y a pas de maintien de l'autonomie de l'entreprise dans cette nouvelle structure, mais qu'au contraire, l'ensemble des missions ont été totalement fusionnées dans la nouvelle structure, et bien dans ce cas, le salarié est transféré, mais son mandat, lui, n'est pas transféré, son mandat va cesser à la date de la TUP, et le seul élément qui restera, c'est son statut de salarié protégé. Il va rester salarié protégé pendant un certain temps à la suite de la disparition de son mandat. Alors un certain temps, c'est soit 6 mois, soit 12 mois, selon qu'il était élu du CSE ou délégué syndical. Et ça signifie en pratique que si le nouvel employeur voulait licencier cet ancien élu ou cet ancien délégué syndical, il devra, pendant cette période, eh bien, demander l'autorisation à l'inspection du travail.
Merci Émeric pour ces éclaircissements. On va revenir, Elsa, sur les avantages, les inconvénients de la TUP maintenant qu'on a vu toutes ces évolutions. Et donc, ça a un petit peu changé par rapport à la précédente présentation que nous avions pu faire ensemble. Effectivement, bon, les principes restent les mêmes sur les avantages généraux de la TUP, qui s'appliquent de plein droit en cas d'association unique personne morale. On l'a vu quand même, et là je suis contente d'avoir mes camarades du droit social qui là ont fait une intervention vraiment remarquable. Vous voyez que moi, côté droit des sociétés, c'est très simple. Moi, je décide de tuper, je transfère l'actif, le passif, mais il y a d'autres impacts, vous voyez, qui sont beaucoup plus complexes en droit social, par exemple. Mais moi, de mon côté, la TUP, ça reste un outil très simple et très rapide. On a la possibilité d'appliquer le régime fiscal de faveur des fusions, comme je l'ai dit précédemment. Il n'y a pas de droit d'enregistrement, pas besoin de nommer un liquidateur comme dans une liquidation, établir des comptes définitifs de liquidation, clôturer la liquidation, enfin, voilà, réaliser l'actif, le passif. Non, tout est transféré par simple effet de la TUP. On n'a pas besoin de rédiger un traité de fusion et effectivement, à part cette histoire de Bodac qui vient un peu nous perturber, les formalités restent toutefois allégées. Il n'en demeure pas moins que certains inconvénients subsistent pour la TUP, notamment l'effet suspensif du délai d'opposition des créanciers. Effectivement, si vous avez une opposition, cela suspend le délai de 30 jours. Contrairement à la fusion simplifiée, qui, elle, à la fin du délai de 30 jours, même en cas d'opposition, vous avez réalisé votre fusion simplifiée. Donc là, vous maîtrisez aussi la date d'effet dans la fusion simplifiée, contrairement à la TUP, où on voit maintenant ça va être encore un peu plus compliqué. Il n'y a pas de rétroactivité comptable possible, mais uniquement fiscale, contrairement aussi au traité de fusion. Vous devrez vous acquitter en cas d'immeuble au sein de la société TUPE de la taxe sur la publicité foncière de 0,715% qui est éligible si les immeubles sont transmis par voie de TUP, en plus de la contribution de sécurité immobilière de 0,10%. Si vous passez par une fusion simplifiée, vous devrez vous acquitter uniquement de la contribution de sécurité immobilière de 0,10%. Donc, ça fait quand même un gros avantage. La règle, c'est en général, si on a un immeuble, on ne tue pas, on passe par une fusion simplifiée. Et comme l'a très bien expliqué Émilie, aujourd'hui, le gros inconvénient, c'est l'absence de maîtrise de la date de publication au BODAC. Effectivement, ça va remettre la TUP en concurrence avec la fusion simplifiée qui permet plus de souplesse dans le calendrier de réalisation puisque vous pouvez indiquer dans votre traité de fusion simplifiée, au-delà de la fin du délai d'opposition qui peut arriver en milieu de mois, vous pouvez dire, bah voilà, ça arrivera le 30 ou le 31 du mois. Vous pouvez mettre une date d'effet différée. Donc voilà, on va voir quelles sont les pratiques qui vont se développer, mais je pense que ça va remettre sur le devant de la scène la fusion simplifiée et surtout en ce moment s'il y a des petites incertitudes concernant les formalités. Voilà. Merci à tous. Donc merci déjà au cabinet Racine de nous avoir accompagnés sur cette présentation. Nous allons prendre vos questions juste après. Quelques petits éléments avant de passer aux questions, c'est qu'on a un prochain webinaire qui aura lieu sur les augmentations et réductions de capital. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien va être envoyé dans le chat. On a d'autres webinaires auxquels vous pouvez participer, en particulier replay et le replay sur la TUP qui a été aussi partagé précédemment. Si vous avez besoin des slides, vous pouvez me les demander à antoine.feltz@legalvision.fr. Et donc, nous allons désormais prendre quelques questions. Et si tu me permets, avant de Oui. prendre une question, je vois que Céline pose avec le guichet unique 3 petits points. Eh bien, le guichet unique, ça n'a pas changé. Les formalités donc, sont tout à fait réalisables sur le guichet unique. Donc, n'hésitez pas à aller voir le replay du webinaire précédent avec Elsa où on décrivait donc les formalités sur le guichet unique, mais c'est tout à fait faisable.
Alors, je vais prendre les questions enfin pas forcément dans l'ordre, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Une association peut-elle faire une TUP en absorbant une filiale SARL ou SAS à 100%? Pardon, qui peut absorber quoi? Une association Association? peut-elle faire une TUP en absorbant une filiale, une SARL ou une SAS à 100%? En principe, je crois que ça ne marche qu'entre sociétés civiles ou commerciales. Je ne suis pas sûre qu'on puisse faire une TUP avec une association. C'est un point à vérifier, mais moi, j'en ai jamais vu. Une autre question de Nathalie concernant la date de parution au BODAC. Est-ce qu'elle peut être garantie? Je pense qu'on a un Eh peu bien, répondu. justement, malheureusement, non. Et c'est l'inconvénient aujourd'hui. C'était un gros avantage de pouvoir avoir cette date de parution au JAL à la date souhaitée pour faire courir le délai d'opposition comme on le souhaitait. Aujourd'hui, avec le BODAC, ce n'est plus possible, on ne peut plus la garantir. Il y a quand même une question qui revient beaucoup, donc je pense qu'on va la régler. Est-ce qu'une TUP peut avoir un effet différé? Donc, est-ce qu'il est possible, du coup, de faire toutes les formalités TUP et de prévoir dans la décision qu'on aura une date d'effet à une date bien précise, après délai d'opposition? Eh bien, si l'on regarde les textes, c'est possible en cas de fusion. Vous pouvez faire dans votre traité de fusion, ce que disait tout à l'heure Elsa, indiquer une date d'effet qui n'est pas liée à la fin du délai d'opposition, sous certaines conditions. Par contre, sur une TUP, ce n'est pas prévu. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vraiment, pour avoir une date d'effet, attendre la fin du délai d'opposition. Et si opposition ou pas, ça nous donne la date d'effet. Une question de Laura. Dans le cadre d'une scission sous le régime du droit commun à deux SAS, détenus par une personne physique, peut-on bénéficier du régime de la TUP et quelles sont les formalités? C'est-à-dire si l'associé unique est une personne physique? Oui. C'est ça la question? Ben non. Oui, c'est deux SAS détenus par une personne physique. Ouais. Non, parce que justement, l'article 1844.5 du Code civil dit que les dispositions relatives à la TUP ne s'appliquent pas aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. Là, vous devez passer par une liquidation, puisque on peut pas transférer le patrimoine par voie de TUP à une personne physique. Merci Elsa. Une question désormais de Margot. Le choix de faire le BODAC avant, quel choix faire entre faire le BODAC avant ou attendre le greffe? On va pas avoir le choix en fait. Là, pour l'instant, on vous explique ce qui potentiellement peut se passer. Peut-être qu'il y a une autre alternative à laquelle on n'a pas pensé, mais on est obligé d'attendre que les greffiers se positionnent et nous indiquent comment effectuer cette publication au BODAC. Donc, soit avec un avis avant formalité, soit après la formalité de dissolution. Une question de Céline. Faut-il procéder à un enregistrement de la déclaration de dissolution sans liquidation? Les décisions de dissolution ne s'enregistrent plus aux impôts depuis maintenant quelques années. Ça doit faire 3 ans de mémoire. Ouais, c'est pas 2019, non? Et le temps On a passe supprimé. vite. Avant, il y avait des 5 ans. Oui, non, parce qu'avant, il y avait effectivement des droits d'enregistrement auprès des impôts du PV de TUP. Et aujourd'hui, voilà, il n'y a plus de droits d'enregistrement, donc il n'y a plus besoin d'enregistrer aux impôts. Tout à fait. L'article 615 du CGI, du coup, avait été modifié pour supprimer l'enregistrement des procès-verbaux de dissolution. J'ai une question d'Adam sur le droit social plutôt. Si la société TUPE prévoit du télétravail, peut-on en profiter de la TUP pour supprimer ce droit? Excellente question. Il faudrait voir quelle est la source du télétravail. Est-ce que c'est le contrat de travail? Est-ce que c'est un accord collectif? Mais bon, l'idée de manière générale, c'est, admettons, c'est un accord collectif qui prévoit le télétravail, qui permet donc de recourir au travail et qui en fixe les modalités d'organisation. Et cet accord collectif sera mis en cause et donc il va continuer à s'appliquer pendant, c'est ce qu'on disait, une période de 15 mois maximum, en tout cas jusqu'à ce qu'on ait conclu un accord qui le remplace. Et donc le faire disparaître purement et simplement, il faudrait faire un accord dans lequel on explique que le travail ne se fait plus du tout à partir du domicile, mais se fait à 100% dans les locaux de l'entreprise. Pourquoi pas? Si vous avez des partenaires sociaux qui signent ça, ça pourrait se faire.
Après, c'est l'objet d'une négociation, de toute façon, qui s'engage. Merci pour cet éclairage. Et de façon un peu plus globale sur le droit social, Audrey nous pose une question, et j'imagine que c'est lié au décret du 7 juillet, mais est-ce que ça a un impact sur le droit, ce décret-là a un impact sur le droit social? Pourtant, les formalités en matière de droit social restent les mêmes, hein, de toute façon. Que ce soit au niveau du CSE ou préalablement devant Infoconsulté, ou après sur les conséquences de la TUP, où c'est les mêmes. C'est-à-dire que c'est les trois, sur le statut individuel collectif ou sur les mandats, il n'y a pas d'impact particulier, il n'y a pas de conséquences directes autres que celles-ci. Alors, si j'ai bien compris ce dont on avait discuté, l'impact en réalité sur le droit social, c'est également la date d'effet, puisque potentiellement, si la date d'effet tombe en plein milieu d'un mois, vous pouvez être amené en droit du travail, du coup, à faire des fiches de paye à moitié, la première partie du mois sur la société TUPée et la deuxième partie du mois sur la société TUPante, si je ne me trompe pas. Ça, c'est un aspect pratique. Ça, c'est un aspect pratique, effectivement, puisque la date peut être moins monitorée. Je pense que habituellement, ce que vous aviez l'habitude de faire en droit des sociétés, c'est de faire des mois entiers. En fait, on démarrait en fait sur un nouveau mois, ce qui fait qu'en matière droit social, en tout cas, on va dire plus spécifiquement en matière de paye, c'est qu'on clôturait une paye, ce qui était beaucoup plus simple, puisque sur un mois entier, c'était la société absorbée qui terminait la paye et la société absorbante démarrait une paye pour l'intégralité des salariés qui étaient transférés. Là, effectivement, puisqu'on peut plus monitorer, on le fait en moitié de mois et c'est pas forcément le 15 du mois où effectivement, il y aura potentiellement des chevauchements en matière de paye, puisque, admettons, sur les 20 premiers jours, ce sera la société absorbée et ensuite, sur le reliquat, ce sera la société absorbante. Bon, après, ça se fait en matière de paye. C'est sans doute un peu plus complexe d'application, mais d'un point de vue de droit social pur, ça se fait. Hein. On proratise, quoi. Après, ce qui peut être fait aussi potentiellement, hein, c'est qu'on fait une paye globale sur le mois et après, il y a des rattrapages avec l'ancienne société, hein, en termes de, mais c'est beaucoup plus complexe. J'avais d'autres questions, mais du coup, ça défile beaucoup. Oui. Il y avait une question concernant les attestations URSSAF fiscales. Enfin, la question est assez peu précise. Mais... Alors, le décret du 7 juillet, du coup, parle des TUP, mais parle également des clôtures de liquidation. Et introduit donc l'obligation de fournir 2 documents complémentaires pour les clôtures de liquidation, en plus du PV et des comptes de liquidation. L'attestation donc fiscale et l'attestation sociale, donc l'attestation de l'URSSAF, l'attestation de vigilance. Ce n'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui, mais ce sont des documents à prévoir pour les clôtures de liquidation. Je vais prendre une dernière question qui, il me semble effectivement assez importante et je pense qu'on l'a pas traité dans le truc. C'est à partir de quand ça s'applique, ce décret? Eh, tout à fait, et j'ai oublié de vous indiquer la date. Donc à partir du 1er octobre, donc dans une dizaine de jours, ça arrive très rapidement. Donc à partir du 1er octobre, toutes les transmissions universelles du patrimoine seront soumises à ce décret et donc à la parution au BODAC. Il y a encore beaucoup de questions et je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les traiter. On va conclure ici notre échange. On essaiera de répondre à certaines de vos questions directement par email si on les a. Encore une fois, merci beaucoup Elsa, Guillaume, Émeric pour cette présentation et pour tout le travail qui a été effectué en arrière. Merci aussi aux équipes de l'Illusion pour la préparation du webinaire. Qui sont derrière. Et merci, Émilie, de nous avoir échangé tout son savoir. On vous retrouve très bientôt. Et d'ici là, passez une bonne après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.